Regardons d'abord les paramètres de position. Donc, on va essayer de caractériser le centre de la distribution, de la répartition des données. Et on va voir trois paramètres de position. On va discuter sur la moyenne, sur la médiane et les quantiles qui sont fortement liés à la médiane. Et finalement, on va voir ce qui est le mode d'une distribution. Les paramètres de position sont aussi appelés les paramètres ou les statistiques de tendance centrale, car ils vont donner une idée du centre de la distribution, du centre de la répartition des données. Le paramètre de position le plus connu et le plus simple est la moyenne arithmétique. Pour calculer la moyenne arithmétique, on prend simplement la somme de toutes les observations et on divise par l'effectif total, donc on divise par le nombre d'observations. La moyenne sera notée de cette manière-ci et on dit que c'est x bar. Pour la moyenne, on doit faire quelques remarques. La première remarque est que la série doit être numérique. Par la définition, on a besoin des valeurs numériques pour être capable de calculer la moyenne. Donc, si les observations viennent d'une variable qualitative, on ne sait pas calculer, on ne sait pas déterminer la moyenne. Deuxièmement, l'ordre des observations n'est pas important du tout. Donc, pour les mêmes observations, pour la même série des observations, peu importe comment on les classe, la valeur de la moyenne sera toujours la même. Et finalement, la moyenne est rarement égale à une valeur observée, c'est-à-dire la moyenne qu'on calcule ne doit pas nécessairement correspondre à une des observations ou une des mesures. Supposons que la variable est la taille d'une personne. Nous mesurons la taille de 5 personnes et on trouve 172, 176, 179, 186 et 188 cm. Si on calcule la moyenne est égale à 180,2 cm, ce qui donc ne correspond pas à une des valeurs que nous avons observées. Cette valeur de 180,2 cm est donc la taille d'un individu fictif qui représente le centre, le milieu des observations. Pour la variable nombre parti, on pourrait aussi calculer la moyenne. Donc la moyenne là du nombre moyen des parties est égale à 1,4. Clairement, cette valeur ne correspond pas à une valeur observée et en plus, ce n'est même pas une valeur observable. Vu que le nombre de parties est toujours un nombre entier, il est impossible d'observer une valeur 1,4. Par conséquent, cette valeur, ce résultat doit être interprété avec prudence. Pour cet exemple, on pourrait donc dire que, en moyenne, le nombre de parties de la majorité est plus grand que 1, mais moins que 2. Le calcul à partir de la série brute est très facile. On prend simplement la somme de toutes les observations, donc on fait x1 plus x2 plus x3 jusqu'à xn, et on divise par n par le nombre total. Rappelons que pour la série recensée, on dispose des observations, donc les différentes valeurs des observations et leur effectif. Nous savons que chaque observation xg apparaît un nombre de fois égal à son effectif dans la série brute. Une certaine valeur xk donc apparaît nk fois dans la série brute. Si on fait la somme de tous les xk, c'est égal à nk fois xk. De même manière, pour chaque valeur différente, la somme de cette valeur est égale à l'effectif fois la valeur. On fait ça pour chaque valeur différente et on fait après la somme pour toutes les valeurs différentes. De cette manière, on trouve la somme ng xg où g va de 1 jusqu'à g majuscule. Et on divise par le nombre total, par n, ce qui est égal à la somme n1 jusqu'à ng. On peut aussi réécrire cette somme. Vu que n est indépendante de l'indice g, on pourrait le mettre dans la somme et on trouve la somme ng divisé par n fois xg. Par définition, ng divisé par n est égal à la fréquence. Fg est la fréquence de la valeur xg. Et donc, on voit que x bar, la moyenne, est aussi égale à la somme des fréquences fois les valeurs.
Sur le slide, vous voyez le nombre de parties ou le tableau statistique du nombre de parties. On a les nombres, donc les valeurs 1, 2, 3, 4. On a les effectifs par valeur. Et on pourrait donc calculer la moyenne à partir de ces deux valeurs. On fait la multiplication nombre fois son effectif. On fait la somme de toutes ces multiplications et on divise par l'effectif total, donc par 262. Ça nous donne une valeur 360 divisé par 262, ce qui est égal à 1,37. On pourrait aussi calculer la moyenne à partir de la formule avec les fréquences. Donc on multiplie la valeur observée avec la fréquence de cette valeur, ce que nous voyons ici dans la dernière colonne. Et après, on fait la somme de cette valeur, ce qui nous donne 1,36. Vous voyez qu'il y a une petite différence. La différence provient du fait qu'on a arrondi les fréquences, donc on n'a pas utilisé les valeurs exactes. La moyenne de la série de nombres de parties se trouve donc entre 1 et 2, est égale à une valeur approximativement 1,40 et on pourrait l'ajouter dans le diagramme en barre. Dans le cas d'une série groupée, on peut calculer la moyenne exacte si on connaît les moyennes de chaque classe. Notons les moyennes de chaque classe par x bar g. Donc x bar 1 est la moyenne de la première classe, x bar g est la moyenne de la g-ième classe. Par définition, x bar g est la somme des observations de classe ng divisée par l'effectif ng de cette classe. Donc c'est la formule normale de la moyenne, mais on la calcule pour uniquement les observations dans la classe G. Cela veut donc dire que la somme de toutes les observations qui se trouvent en classe G est égale à la moyenne x bar g fois l'effectif de cette classe ng. Pour maintenant calculer la moyenne globale, on devrait normalement prendre la somme de toutes les observations. Maintenant, on sait que chaque observation fait partie d'exactement une classe, une catégorie. Et donc, si on veut prendre la somme de toutes les observations, on pourrait prendre la somme des observations de la première classe, plus la somme des observations de la deuxième classe, etc., etc. Donc, c'est égal à n1 fois x bar 1, plus n2 fois x bar 2, plus, etc., jusqu'à la dernière classe, classe G, ce qui nous donne la formule montrée ici. Retournons à l'exemple des revenus en Belgique. Jusqu'à présent, on a utilisé seulement les classes et le nombre de déclarations par classe. Mais l'SPF Economy nous also procure avec le montant des revenus par classe. Donc, la colonne montant des revenus contient la valeur totale des revenus dans cette classe. Donc, c'est la somme des observations dans la classe. Utiliser cette colonne nous permet maintenant de calculer exactement la moyenne des revenus en Belgique en 2002. C'est-à-dire, on prend la somme de la colonne montant des revenus et on le divise par le nombre total de déclarations qui se trouve dans la troisième colonne. Donc, divisant le montant par le nombre de déclarations, on trouve que le revenu moyen en Belgique en 2002 est de l'ordre de 24 000 €. Ici, on a ajouté la moyenne des revenus sur l'histogramme. Donc, le point en rouge représente le centre de la série des revenus comme calculé par la moyenne. C'est un paramètre de tendance centrale. Si pour une série groupée, les moyennes des classes ne sont pas connues, on ne peut pas exactement calculer la moyenne. La seule chose à faire, c'est trouver une approximation de la moyenne. Pour cette approximation, on va utiliser les centres des différentes classes, donc les valeurs CG. Pour cette approximation, on va supposer que la moyenne de la classe est égale au centre de cette classe. Bien sûr, ça c'est pas nécessairement vrai, mais c'est le mieux qu'on sait faire. Et dans ce cas, on remplace toutes les moyennes par les centres dans la formule et on trouve la formule qui est marquée ici. Mais comme dit, cette formule ne donne pas la moyenne exacte, donc on ne devrait pas noter x bar est égal à cette formule, mais x bar est approximativement égal à cette formule. Donc on utilise la notation ici.
Pour quelle raison est-ce qu'on prend x bar g égale à cg? Pourquoi on fait cette hypothèse? Si on suppose que la moyenne de la classe cg, donc x bar g, est presque égale au centre de cette classe, donc à la valeur cg, dans ce cas, nous savons que la somme des observations de cg divisée par ng, ce qui est la définition de la moyenne de cette classe, est approximativement le centre cg. Ou encore, la somme de toutes les observations dans cette classe est approximativement égale à ng fois cg. Sous l'hypothèse de répartition uniforme, donc c'est la même hypothèse qu'on a utilisée pour créer l'histogramme, l'égalité est exacte. Donc, la somme des observations de la classe est égale à ng fois cg. Cette égalité tient car les écarts positifs par rapport au centre se balancent avec les écarts négatifs par rapport au centre. Illustrons avec un petit exemple. Disons que nous avons 36 observations dans la classe CG et les 36 observations sont reparties uniformément. Donc, dans l'intervalle avec les bornes EG-1 et G, on a une répartition uniforme des données. Donc, ça veut dire que par pas avec une taille delta, on a le même nombre d'observations. Dans ce cas, on l'a visualisé en 9 fois 4 observations et prenons pour simplicité que les bornes sont 0 et 3. Clairement, le centre se trouve au milieu, donc le centre se trouve où se trouve la ligne orange. Prenons maintenant ces 4 points rouges et regardons les écarts par rapport au centre. Donc le centre sont les 4 points en bleu et pour les 4 points en rouge, on a donc un écart de plus 1,5. C'est-à-dire il y a donc 4 observations dans l'intervalle 0,3 qui ont un écart plus 1,5. Si on prend maintenant les 4 points en vert, on les compare de nouveau avec le centre, on voit qu'à ce moment-là, il y a un écart à moins 1,5. Donc, pour aller des points verts vers le centre, on doit soustraire 1,5 et on a donc 4 points avec un écart négatif de 1,5. Les 4 points en rouge ou les écarts des points en rouge sont donc balancés par les écarts des points en vert. Si on voudrait le noter un peu plus mathématiquement, notons ce point en rouge avec x1 et le point correspondant en vert avec x2. On veut prendre la somme de toutes les observations. Donc, regardons d'abord la somme des deux observations x1 plus x2. On pourrait l'écrire ou réécrire en termes de la centre. Donc, on sait qu'il y a un écart de plus 1,5 entre x1 et la centre CG. Donc, x1 plus 1,5 est égal à CG. Ou encore, x1 est CG moins 1,5. De même manière, x2 est CG plus 1,5. Si maintenant on ajoute x1 plus x2, on trouve que la somme est égale à 2 fois CG. Par extension, la somme de toutes les observations en rouge plus la somme de toutes les observations en vert sera égale à 8 fois CG. De même manière, les 4 points suivants ont un écart de plus 1,5 et ils sont balancés avec les 4 points en vert ici qui ont un écart de moins 1,5. De nouveau, la somme des 4 points en rouge plus la somme des 4 points en vert sera égale à 8 fois CG. Et cela tient pour toutes les observations. Sous l'hypothèse d'uniformité, l'écart de chaque observation est compensé par l'écart d'une autre observation. Et la somme finale de toutes les observations sera égale à 36 fois la centre CG. En pratique, utiliser les centres des classes est assez bonne. C'est assez bonne car les sur- et les sous-estimations ont tendance de se compenser au sein d'une classe. Donc, il y a à peu près le même niveau de sur- et de sous-estimation. Et en plus, une erreur positive ou négative obtenue dans une certaine classe peut encore être compensée par une erreur de signe contraire dans une autre classe. Bien sûr, cette estimation va dépendre de la répartition choisie et aussi des bornes. Donc, si la borne inférieure de la première classe ou la borne supérieure de la dernière classe n'est pas connue,
la situation devient plus problématique car on ne sait pas faire l'estimation convenablement. Pour la variable indice de richesse, on connaît les classes, mais on ne connaît pas la moyenne par classe. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser la formule approximative. Donc, on doit d'abord calculer les centres. Par exemple, pour la première classe, la classe a des bornes 70 et 80. Le centre sera le milieu, donc 70 plus 80 divisé par 2, ce qui est 75. On a aussi les effectifs. Et après, on multiplie le centre avec l'effectif de cette classe et on fait la somme, ce qui est fait dans la dernière colonne. Cette somme est égale à 8260 et on le divise par le nombre total, donc par 84. Si on fait ça, on trouve que la moyenne est égale à 98,33. Cela veut dire qu'en moyenne, l'indice de richesse des communes est égal à 98,33. Cette valeur est calculée avec la formule approximative. Si on voudrait le calculer exact, on trouve que la moyenne exacte est 98,90. Donc la valeur approximative est assez proche de la valeur exacte. En plus, en partant de la deuxième répartition en classe, donc la répartition avec des tranches de 10 et de 5, la moyenne qu'on obtient est 98,50, ce qui est encore plus proche de la valeur approximative. Si on l'ajoute sur l'histogramme, la moyenne se trouve ici. Et la valeur approximative est indiquée par le petit triangle. La moyenne arithmétique est le paramètre le plus utilisé pour indiquer la tendance centrale par raison de ses propriétés mathématiques. D'abord, regardons ce qui se passe avec la moyenne si on change l'échelle ou l'origine. Mathématiquement, changer l'échelle correspond à multiplier xi par un facteur a et changer l'origine correspond à une translation, donc à ajouter une valeur b. Donc finalement, xi sera transformé en axi plus b et on obtient de cette manière une nouvelle série x1' jusqu'à xn'. Quelques exemples de transformation sont par exemple changer de centimètre vers mètre. Donc si xi est la taille d'un certain individu qui est mesuré en centimètres, pour trouver la valeur en mètres, on divise par 100. Donc le facteur a est égal à 1 divisé par 100 et donc xi' est égal à xi divisé par 100. Les échelles de température sont aussi des transformations. Donc, pour aller de degrés Celsius vers les degrés Fahrenheit, on fait aussi une transformation des données. Cette transformation est d'abord multipliée avec 9/5 et après ajoutée 32. Donc, la valeur en Celsius multipliée avec 9/5 plus 32 donne la valeur en Fahrenheit. Si on a une série de données x1 jusqu'à xn et on change l'échelle et ou l'origine pour obtenir une nouvelle série x1' jusqu'à xn', à ce moment-là, la moyenne arithmétique change de même manière. Donc la moyenne arithmétique de la nouvelle série est égale à a fois la moyenne arithmétique de la première série plus b. Donc, la moyenne subit la même transformation. La preuve est très facile. On prend la nouvelle moyenne. La nouvelle moyenne est la somme des observations transformées divisées par n. On remplace les xi' avec axi plus b. Donc, on a 1 divisé par n fois la somme des axi plus b. On fait le split, on sait la somme axi plus la somme de b. A ne dépend pas de l'indice i, donc on sait le mettre en dehors de la somme. De même manière, si on fait une somme de b, c'est b plus b plus b plus b plus b, n fois, c'est égal à n fois b. Maintenant, on simplement réorganise. Donc c'est a fois la somme des xi divisé par n, plus nb divisé par n, ou c'est a fois la moyenne de la série originelle plus b.
La première propriété nous donc dit que si on transforme les données, la moyenne sera transformée de même manière. Pour la deuxième propriété, on va regarder la série des valeurs centrées, dénote cette série avec SC, et donc les valeurs centrées sont xi moins la moyenne, donc x1 moins x bar jusqu'à xn moins x bar. La proposition est que la série des valeurs centrées a une moyenne nulle. De nouveau, la preuve est assez simple et cette épreuve est basée sur la première propriété. On voit que la série centrée correspond à une transformation particulière. Donc on multiplie avec 1 et après on soustrait x bar. Donc le b est égal à moins x bar, le a est égal à 1. Par la première propriété, si on prend la moyenne de la série centrée, on doit faire la même transformation. Donc on prend la moyenne, on le multiplie avec a, ce qui est égal à 1, et on ajoute b, ce qui est égal à moins x bar. Donc on obtient x bar moins x bar, c'est 0. On a donc montré que la moyenne de la série centrée est égale à 0. La moyenne est égale à la somme des observations centrées divisée par n. Et par conséquent, la somme des valeurs centrées est égale à 0. Prenons un exemple avec 10 observations et disons qu'ils sont distribués, qu'ils sont repartis de cette manière-ci. Donc il y a une observation égale à 0, deux observations sont égales à 1, deux observations 2, 3 fois l'observation 3, une fois l'observation 4 et une fois 5. On peut calculer la moyenne de la série. Notons bien que la série donnée ici est la série brute, donc pas la série centrée, et la moyenne est aussi la moyenne de la série brute, pas la moyenne centrée. En rouge sont marquées les valeurs qui sont plus petites que la moyenne, en vert ce sont les valeurs plus grandes que la moyenne. On peut maintenant réécrire la somme et on fait une scission entre valeurs plus petites que x bar et valeurs plus grandes qu'x bar. Ou, en autres mots, la somme des valeurs centrées positives est totalement compensée par la somme des valeurs centrées négatives. La moyenne arithmétique a aussi une significance concrète. Par la propriété précédente, on sait que les éléments de la série situés à gauche sont compensés par les éléments situés à droite de la moyenne. Et pour cette raison, la moyenne arithmétique est le centre de gravité de la série. Reprenons l'exemple avec les 10 observations. Donc on avait placé ces observations sur la ligne droite, sur l'axe réel, et au-dessus de chaque valeur, on a ajouté une masse qui est relative, qui est proportionnelle à l'effectif de cette valeur. Dans ce cas, la moyenne arithmétique va coïncider avec le point d'équilibre de ces masses. Donc ce sera le point où la balance, si on le met sur une balance, où la balance est en équilibre. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on change la valeur 5 en valeur 11? Donc on déplace cette masse vers la droite. Dans ce cas, la moyenne originelle sera plus la moyenne des nouvelles observations. Et donc pour de nouveau obtenir un équilibre, la moyenne aussi doit se déplacer vers la droite. Cette propriété explique la sensibilité de la moyenne à la présence des valeurs atypiques, donc à des valeurs extrêmes. Car s'il y a des extrêmes dans notre série d'observations, ces extrêmes vont attirer la moyenne, et donc s'il y a des valeurs très très grandes, aussi la moyenne va augmenter. À la limite, une seule valeur qui tend vers l'infini pourrait amener la moyenne avec elle. Donc, elle pourrait complètement détruire l'interprétation de la moyenne, car la moyenne sera attirée vers cette valeur extrême et donc elle ne sera plus représentative de la centre de la distribution. Pour la quatrième propriété, on regarde la somme des carrés des écarts. La somme des carrés des écarts des éléments d'une série par rapport à la moyenne arithmétique de la série est toujours inférieure ou égale à la somme des carrés des écarts par rapport à toute autre valeur.
Donc, en termes de la somme des carrés des écarts, la valeur qui va minimiser cette fonction est la moyenne arithmétique. Pour l'épreuve, on commence par la fonction qui représente la somme des carrés des écarts et on cherche le minimum de cette fonction. Ce minimum est trouvé par calculer le dérivé de fx et de le mettre égal à 0. Cela veut dire que la moyenne est le paramètre de tendance centrale qui est optimal selon le critère des moindres carrés. En anglais, cette méthode est appelée the least squares method. Disons maintenant que nous avons une population P. La population est repartie en K sous-populations, donc P1 jusqu'à Pk. Et pour chaque sous-population, on a l'effectif N1 jusqu'à Nk. L'effectif total, donc N1 plus N2 plus Nk, est égal à N. Sous cette hypothèse, on peut calculer la moyenne arithmétique de cette manière. Ou si on dénote par PI les proportions d'individus par sous-population, donc PI est NI divisé par N, on peut aussi le transformer dans la somme des PI fois XI bar. Notons que cette formule est très similaire à la formule d'une moyenne pour une série groupée en classes. Ici, les différentes classes sont les sous-populations, mais pour le reste, la formule est la même. Par population, la somme des observations PG est égale à NG fois la moyenne XG bar, juste comme pour la classe CG. Et par conséquent, on trouve la formule juste par utiliser la formule pour une série groupée en classe. Si on regarde la définition de la moyenne un peu plus en détail, on voit que la moyenne donne un poids égal à toutes les observations. Donc le poids pour chaque observation est égal à 1 divisé par n. On peut aussi réécrire la formule de cette manière-ci. Donc ici, on a changé n dans une somme. Donc c'est une somme des valeurs 1 qu'on somme n fois. Et aussi dans le numérateur, on a changé xi en xi fois 1. Comme dit, la moyenne est le centre de gravité, donc c'est la valeur où la masse à gauche est égale à la masse à droite. Mais dans certains cas ou dans certaines applications, il est utile de pouvoir attribuer des poids différents aux différentes observations. Pensez par exemple à une ou plusieurs valeurs atypiques, des valeurs atypiques qui vont attirer la moyenne. À ce moment-là, on pourrait ou on voudrait peut-être les donner moins de poids que les valeurs typiques. Et en faisant ça, la moyenne trouvée, la moyenne calculée pourrait être une approximation ou une meilleure approximation de la valeur de la moyenne des données typiques. Donc, on pourrait donner à chaque observation son propre poids, un poids qui sera noté avec WI. Le poids est toujours positif ou nul. Et la moyenne qu'on trouve de cette manière-ci est appelée la moyenne pondérée. Et il est donc défini comme x bar W est égal à la somme des xi fois le poids WI divisé par la somme des poids. Si WI est égal à 1 pour chaque observation, on trouve la formule normale, la formule standard de la moyenne arithmétique. Une application de la moyenne pondérée que vous connaissez bien est le calcul de la moyenne des résultats d'examen. Dans ce cas, la moyenne pondérée est pondérée par le nombre de crédits de cours. Et une autre application est par exemple le calcul de taux de change moyen. Donc la moyenne pondérée est souvent utilisée dans le monde financier. Supposons qu'une personne a acheté un nombre de livres. Donc, il a acheté Q1 livres à un taux T1, donc T1 euros par livre. À un autre moment, cette personne a acheté Q2 livres à un autre taux, donc à un taux T2, etc. Et il a acheté finalement QN livres à un taux TN euros par livre. Au total, il a donc acheté
Q1 plus Q2 plus Qn livres. Donc, on va l'indiquer avec la lettre Q. Q, la somme des QI. Et ça lui a coûté C. C qui est la somme QI fois TI. C est donc le total qu'il a payé en euros pour acheter Q livres. Si on note le taux moyen avec T bar, on doit ou on sait que Q fois T bar doit être égal à C. Donc, la quantité de livres fois le taux de change moyen est égal à le coût total en euros. Par ça, on trouve que T bar est C divisé par Q, ou c'est la somme des QI fois TI divisé par la somme des QI. On voit donc que le taux moyen est la moyenne arithmétique pondérée des taux et les poids qui sont utilisés sont les quantités de livres qui sont achetés à chaque instant. Un cas particulier de la moyenne pondérée est la moyenne tronquée au seuil alpha. Alpha, donc le seuil, est choisi entre 0 et 1,5. Et donc la moyenne tronquée au seuil alpha, qui est notée avec x bar alpha, consiste à attribuer un poids nul au alpha fois n plus petite observation ainsi qu'au alpha fois n plus grande observation. Et toutes les autres observations auront un poids égal à 1. Autrement dit, dans la série croissante, donc on commence par la valeur la plus petite jusqu'à la valeur plus grande, on va découper les extrêmes. On va découper une partie des observations à gauche et on va découper une partie des observations à droite. Prenons les 20 observations suivantes. L'observation à gauche est x1, x1 dans la série ordonnée et la dernière est égale à x20. Prenons après alpha égale à 0,1, donc à 10%. Dans ce cas, alpha fois n est 0,1 fois 20, donc est égal à 2. On identifie maintenant les deux observations les plus petites et les deux observations les plus grandes. Pour calculer la moyenne tronquée, ces 4 observations vont recevoir un poids égal à 0. Les autres observations recevront un poids égal à 1. On fait la somme des multiplications poids fois valeur et on divise par le total des poids, donc par la somme des poids. Dans ce cas-ci, il y a 20 observations. 4 observations ont reçu un poids égal à 0, donc la somme totale dans le dénominateur est égale à 16. Nous voyons donc que la somme ici commence à i égale à 3. Donc 3, c'est ce 2-ci plus 1, donc c'est alpha fois n plus 1. Et il s'arrête à 18. 18 qui est 20 moins 2, donc c'est 20 moins de nouveau alpha fois n. Si on veut donc écrire d'une manière mathématique, on a une somme des observations ordonnées, une somme qui commence à alpha n plus 1 et qui court jusqu'à n moins alpha n. Donc finalement, ce qu'on fait, c'est on prend la somme des observations ordonnées qui se trouvent au milieu et on ignore les observations tout à droite et tout à gauche. Et après, on divise par n moins 2 fois alpha n. Donc, n, c'est le nombre total. Ici, dans l'exemple, c'était 20. Et on soustrait 2 fois alpha n, une fois à cause des valeurs coupées à gauche et une fois à cause des valeurs coupées à droite. Pour notre exemple, alpha fois n était un entier, donc on pourrait exactement couper 2 observations à gauche et 2 observations à droite. Si par contre alpha fois n n'est pas un entier, on va le changer par alpha n entre parenthèses carrées. Et ces parenthèses veulent dire que on prend la valeur le plus grand entier qui est en dessous du valeur z. Donc si z est égal à 2,4, on va utiliser le plus grand entier qui est en dessous de 2,4, donc on prend 2 pour calculer la moyenne tronquée.